Bonjour à tous, déjà je me présente, Gwenaëlle Grandchamp-Renard, je suis vétérinaire et je travaille au sein du l'IFCE dans le pôle développement, innovation, recherche à l'unité sanitaire, donc je m'occupe de toutes les questions de santé des chevaux. Nous allons, malgré la météo clémente, parler du coup de chaleur et comment le reconnaître et surtout et avant tout, comment le gérer. Pour bien comprendre le coup de chaleur, j'ai séparé ça en 3 parties. L'étiologie du coup de chaleur, donc déjà comment fonctionne la thermorégulation du cheval et comment arrive le coup de chaleur. D'un autre côté, j'ai pris les facteurs de risque parce que bien sûr, il y a des situations plus à risque que d'autres et les symptômes de ce coup de chaleur et je vous ai vraiment en dernière partie détaillé très spécifiquement tous les gestes de premier secours afin de remédier à ce coup de chaleur pour que votre animal se porte au mieux. L'étiologie du coup de chaleur. D'abord, il faut comprendre que le cheval, comme tout mammifère, est un animal homéotherme, c'est-à-dire qu'il maintient sa température de façon plus ou moins constante. Elle oscille naturellement entre 37,5 et 38,5. Un tout petit peu plus pour les poulains, mais ils sont moins sujets au coup de chaleur vu qu'on a tendance un peu à les protéger quand même. C'est bien l'avantage qu'ils ont. Comment l'animal produit de la chaleur? Il va produire de la chaleur avec sa digestion, avec son métabolisme, donc cellulaire de base, c'est-à-dire le fonctionnement des cellules, elles produisent de l'énergie, donc comme un peu un moteur, quand on produit de l'énergie, on produit avec de la chaleur et il y a des, cellules qui produisent encore plus de chaleur, c'est les fibres musculaires. Parce qu'il y a le fonctionnement de base et l'activité musculaire produit aussi de la chaleur. Voilà, l'énergie musculaire se transforme aussi en chaleur. Mais d'un autre côté, qui dit production de chaleur, si on doit garder une température constante, il faut être capable de aussi perdre de la chaleur. Là, 3 niveaux de perte de chaleur pour les animaux. La respiration, donc par l'air chaud qu'on expulse, il y a de l'évaporation et de la convection. Donc c'est vraiment la respiration, air et humidité qu'on expulse qui permet de faire diminuer la température. La transpiration qui permet l'évaporation de la chaleur par la sueur et la vasodilatation, c'est-à-dire que tous les vaisseaux périphériques sous-cutanés qui sont sous la peau, c'est le même fonctionnement que ça soit pour l'homme ou pour l'animal, mais tous les vaisseaux qui sont périphériques, donc dans les extrémités sous la peau, vont se dilater et ça va permettre de, on va dire, déloger la chaleur du centre, du tronc, vers la périphérie où ça va pouvoir faire, par un phénomène de convection, dissiper la chaleur. Voilà. Pour le cheval en particulier, les principaux mécanismes de la thermorégulation pour le cheval, c'est la vapeur d'eau qu'il y a dans la respiration. Alors là, on est d'accord que c'est une photo en hiver pour qu'on puisse voir la vapeur, mais que ça soit en hiver ou en été, il y a la même quantité d'humidité dans la respiration, donc l'évaporation par la respiration et donc le deuxième mécanisme, c'est au niveau cutané, donc avec la vasodilatation. Je ne sais pas si vous le voyez, tous les vaisseaux qui sont dilatés là, sur le poitrail. Ça permet au cheval de bien amener la chaleur vraiment en surface pour qu'il puisse l'évacuer et bien sûr la transpiration comme chez nous, parce que l'eau qui est sur un corps chaud, en s'évaporant, va emmener une partie de la chaleur. Que se passe-t-il lors d'un coup de chaleur? Si la température extérieure est très élevée, voire s'il y a une hygrométrie importante, par exemple de l'humidité dans l'air. C'est une combinaison entre les 2. Soit il fait très, très chaud, soit il fait un peu moins chaud, mais avec beaucoup d'humidité. Il y a un arrêt de la convection parce qu'on se retrouve à un niveau d'équilibre entre la température interne de l'animal et la température externe et la sudation est aussi inefficace vu que, si par exemple il y a trop d'humidité dans l'air, la sueur ne peut plus s'évaporer vu que déjà l'atmosphère est saturée en humidité, donc oui, il y a de la sueur sur le cheval, mais elle n'arrive pas à s'évacuer. Dans ces conditions-là, donc température extérieure élevée
et une hygrométrie plus ou moins importante, on a de forts risques de coups de chaleur et ce qui entraîne donc une augmentation de la température corporelle. Donc quand je parle de température corporelle, c'est vraiment la température prise dans le rectum. Chez un animal, on ne peut pas prendre la température sur le front comme on pourrait le faire chez l'humain, parce que déjà, il y a l'épaisseur de la peau, il y a le poil qui empêche ce phénomène-là et ça donne qu'une idée de la température superficielle, pas de la température interne vraiment, corporelle et c'est elle qui est importante parce que c'est là-dedans que baignent les organes de l'animal. La température corporelle dans ces conditions-là peut dépasser les 41 degrés et même les 40 degrés de température corporelle, mais pendant trop longtemps, peuvent être délétères pour l'animal. Et donc, ce qui se passe d'un point de vue étiologie, donc mécanisme pathologique, éthiopathologie, c'est une vasodilatation périphérique persistante et donc le sang va stagner à la périphérie. Et donc, il y a 2 mécanismes conjoints qui se présentent en même temps, c'est-à-dire une augmentation des risques de coagulation dans les vaisseaux périphériques. C'est quand même moyen, on est bien d'accord qu'une phlébite, ça convient à personne et en plus et surtout, il y a une diminution du volume sanguin circulant qui va irriguer tous les organes et donc s'il y a moins de sang qui irrigue les organes, ben, le cœur, les reins et le cerveau ne sont plus suffisamment irrigués et ils commencent à défaillir et donc on va avoir des pathologies qui risquent d'apparaître. Quels sont les facteurs de risque de ce coup de chaleur et quels sont ses symptômes? Les facteurs de risque, il y en a de 2 types. Les facteurs externes, donc ce que je vous disais déjà, c'est la température extérieure élevée, une hygrométrie élevée, un peu comme dans cette, forêt vierge. Si le cheval est placé dans un endroit mal ventilé, un camion en plein soleil qui bouge pas, c'est un endroit mal ventilé. Il fait chaud, il y a pas d'air qui circule, l'animal va commencer à se sentir mal et peut se sentir mal très vite, hein. Les véhicules sont vraiment pas des bons endroits pour stocker les animaux. Un autre facteur de risque externe, c'est vraiment l'effort intense. Faire un trotting de 20 kilomètres par temps frais ou le matin, c'est pas un problème, mais faire le même trotting vers 14 heures, l'animal va beaucoup plus souffrir, ne serait-ce que par la température et la combinaison entre cette température et l'effort physique qui entraîne en plus une surchauffe de l'animal. Mais ça, c'est pas lui qui décide l'effort physique, c'est pour ça que c'est un facteur externe parce que c'est vous qui décidez l'effort physique. Les risques internes, donc liés vraiment au cheval en lui-même, c'est dans de rares cas, les chevaux qui souffrent d'anhydrose. Alors c'est une maladie un peu spécifique où, il y a que quand, ils font un coup de chaleur qu'on s'en rend compte. C'est-à-dire que c'est un cheval qui ne produit pas suffisamment de sueur pour pouvoir faire de la thermorégulation. Donc c'est assez rare, mais ça existe. Les chevaux en embonpoint, comme notre joli fjord là, en haut à gauche, vous doutez bien que vu la quantité de graisse qu'il a sur le corps, ben, cette graisse, elle l'isole. Donc elle va maintenir toute la chaleur du tronc à l'intérieur et va empêcher que ça soit diffusé. Pareil, un cheval qui a le poil trop long ou trop fourni, par exemple un cheval souffrant de Cushing comme celui qui est en bas à droite, s'il a une moumoute, par exemple nous, bêtement, quand on a trop chaud, on met moins de vêtements, mais lui, il ne peut pas l'enlever. Donc il y aura des choses à faire à ce niveau-là. Pareil, un cheval manquant d'entraînement, à qui on demande un effort physique un peu plus important, va moins bien supporter la chaleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entraînement physique va augmenter la quantité de vaisseaux qu'il y aura dans le muscle et en périphérie du muscle pour oxygéner le muscle, mais ça permettra aussi, dans le cas présent, d'évacuer plus facilement la chaleur produite. Que s'il n'y a pas assez de vaisseaux, s'il n'y a pas assez de circuits d'élimination, de routes d'élimination de la chaleur, elle va stagner. Et bien sûr,
un facteur qui peut paraître anecdotique, mais c'est de la logique et du bon sens. Des chevaux qui vivent habituellement dans des régions froides, vous allez prendre un cheval qui vit quasiment toute l'année en Suisse ou dans le nord de l'Allemagne, vous l'emmenez, faire un concours en Espagne, ben, il va moins bien supporter la chaleur que son camarade qui a vécu toute sa vie en Espagne. Donc voilà, des facteurs de risque simples, c'est du bon sens, mais il faut s'en souvenir. Par contre, il y a certains chevaux qui ont de la chance, qui sont naturellement adaptés à la chaleur. Par exemple, le pur sang arabe, la caltéquée, c'est des chevaux qui viennent de régions extrêmement chaudes et donc au fil des siècles, ils ont été sélectionnés indirectement pour mieux tolérer ces températures extrêmes. Ce qui fait qu'il y a une adaptation génétique. Donc, par exemple, ils ont une peau d'une finesse extrême, un circuit veineux sous-cutané très développé et donc ils vont très vite évacuer cette chaleur qu'ils peuvent, avoir dans l'organisme. Au niveau des symptômes, donc là, voilà, c'est vraiment la partie pathologie pure. Qu'est-ce qu'on va constater? Donc déjà et avant tout, vous l'avez compris, une hyperthermie marquée, donc supérieure à 40 degrés et persistante. Une transpiration excessive, une fréquence cardiaque et respiratoire qui reste élevée malgré l'arrêt de l'exercice, un comportement apathique parce qu'il est, vous l'avez compris, tout le sang est en périphérie et donc ben, il va pas avoir de l'énergie pour, pas assez de sang pour pouvoir être actif aussi. Les gencives sont sèches et ou collantes. Alors ça, c'est, une notion très difficile, si on n'a pas l'habitude à voir, mais voilà, c'est vraiment un truc à surveiller. Donc hésitez pas si vous avez des doutes et tout, même en routine. Les gencives, c'est un signe, d'observation sur, l'hydratation, la bonne circulation du sang, donc c'est à regarder et il y a la notion de temps de remplissage capillaire qui est augmenté. Alors, le plus simple à expliquer, c'est chez l'homme. Quand vous appuyez sur votre ongle, la chair qui est en dessous devient blanche parce qu'avec la pression, le sang quitte les capillaires sanguins. Et normalement, si vous n'avez pas de problème de santé, quand vous enlevez cette pression, quand vous relâchez votre doigt, l'ongle redevient rouge rosé. Et normalement, ça doit se faire en moins de 2 secondes, même quasiment instantanément. Ça, c'est la règle, voilà. Ça veut dire que vous avez du sang en quantité suffisante, une fonction cardiaque suffisamment efficace pour que les vaisseaux capillaires soient directement irrigués. Que si, par exemple, voilà, vous avez un coup de chaleur ou un problème de défaillance cardiaque, ce genre de choses-là, le sang va mettre beaucoup plus longtemps à revenir dans ces capillaires et donc va recolorer en 2 secondes ou plus. Ce que je vous décris sur l'ongle de l'être humain, vous pouvez le faire sur la gencive du cheval, ça marche très bien. Ça, c'est vraiment les symptômes du coup de chaleur avant qu'il y ait de trop grosses complications. Mais après, selon le temps ou l'état physique de l'animal, d'autres symptômes peuvent apparaître, donc des douleurs musculaires. Vous vous doutez bien, vu qu'il y a plus assez de circulation, ben, il y a de la fatigue musculaire et de la douleur musculaire. Des signes de colique parce que, ben, pareil, un tube digestif pas assez irrigué, ben, commence à dysfonctionner et des coliques peuvent arriver. Quand vous avez ces symptômes-là, il y a des gestes de premier secours. C'est vraiment la pathologie, qui est quand même potentiellement mortelle, qui peut être, gérée très rapidement avant même l'arrivée du vétérinaire. Il faut vraiment comprendre que c'est la personne qui est avec le cheval qui peut faire le plus avant même l'arrivée du vétérinaire. Les gestes de premier secours, c'est déjà et avant tout arrêter immédiatement le travail du cheval. Parce que s'il continue à travailler, il continue à chauffer, donc ça sert à rien. Dans un deuxième temps, vous l'amenez à l'ombre, dans un endroit frais et ventilé, dans l'idéal avec des courants d'air, voilà, ou si même il y a besoin, et vous avez la possibilité, vous pouvez utiliser des ventilateurs. Tout ce que vous pouvez faire pour qu'il soit à l'ombre et ventilé, pour augmenter la convection. Après, dès que possible, par tous les moyens possibles,
il faut le rafraîchir. Donc, pour le rafraîchir, c'est douche, donc soit tuyau d'eau, soit la bouteille, soit linge trempé, mais il faut qu'il y ait de l'humidité fraîche sur lui. En premier, la tête. Marquez vraiment l'encolure parce que c'est là que se trouvent les centres de la thermorégulation. C'est au niveau, crânial basal, donc au niveau de la nuque et après vous faites le poitrail, les membres, un petit coup sur le corps, mais c'est vraiment la périphérie qui est important déjà de faire rafraîchir et vous le faites ça aussi souvent que nécessaire. Vous répétez, vous répétez, vous répétez. Faut de l'eau fraîche mais non glacée parce qu'après vous avez un effet un contre-productif, c'est-à-dire que c'est tellement glacé qu'il y a une vasoconstriction, les vaisseaux périphériques se resserrent et là le cheval en quelque sorte s'isole, toute la chaleur reste à l'intérieur. Donc voilà, du frais mais pas du glacé. Parce que ça fait un peu, comme une brûlure, de glace. Pendant longtemps, il y a eu une controverse sur l'utilisation du couteau de chaleur. Maintenant, ça a été prouvé. Dans ce cas-là, je dis bien dans ce cas-là, pour faire refroidir un animal, le couteau de chaleur est inutile, voire contre-productif. Pourquoi? Parce que le but du couteau de chaleur, c'est d'enlever l'eau qu'il y a en trop sur la peau de l'animal. Sauf que dans notre cas, là, on a besoin de l'eau pour que le mécanisme d'évaporation et de convection puisse se faire le mieux possible. Donc si on enlève l'eau, ben, on enlève tout l'intérêt de la douche. Donc non, dans notre cas, c'est vraiment pas ce qu'on veut faire et donc vraiment le rafraîchissement, voilà, vous pouvez passer 10-15 minutes, il faut pas s'arrêter, d'accord? J'exagère un peu sur la façon de le dire, mais vraiment, c'est pas juste une petite douche, de 5 secondes, c'est non, c'est en gros, vous le mettez presque sous l'eau, quoi. Il faut vraiment y aller franchement. Une fois qu'on sent que l'animal va un petit peu mieux, ça se voit, hein, on le sent que la respiration se calme, la fréquence cardiaque diminue. Vous pouvez commencer à lui donner à boire, mais sans le forcer. Donc de l'eau fraîche, toujours pour le même principe, parce qu'on va éviter qu'il, chope une colique et des petites quantités, de 1 à 2 litres, pour pas qu'il y ait des chocs trop brutaux et là, en ce moment, on a une controverse sur, l'utilisation des compléments minéraux pour l'eau de boisson. Alors, ça peut être utile parce que le cheval perd beaucoup d'électrolytes avec la sueur. Dans sa sueur, il y a beaucoup d'électrolytes. Mais si vous devez utiliser un jour ce genre de produit, utilisez des produits isotoniques vendus par exemple pour la réhydratation des veaux ou pour, les sportifs de haut niveau. Mais ne faites pas de mélange, un peu abstrait parce que sinon vous risquez de plus dérégler l'équilibre qu'on appelle osmotique, c'est-à-dire entre l'eau et les minéraux et ça vous risquez de faire plus de mal que de bien. Voilà, ça c'est vraiment une des étapes et puis régulièrement, il faudra prendre la température du cheval, donc toujours en température rectale, ce que je vous disais, parce que c'est la seule qui soit corrélée à la température interne. Voilà, c'est vraiment la température interne. Petit rappel sur le geste de prendre la température rectale, faut toujours avoir un petit tube de vaseline. C'est un détail, mais pour le confort de l'animal, c'est mieux si ça passe mieux, voilà et qu'on puisse rentrer relativement loin le thermomètre dans le rectum pour avoir la température la plus fiable aussi. Vous pouvez contrôler la température toutes les 2-3 minutes pendant 10-15-20 minutes. Si vous voyez que la température de l'animal baisse, vous continuez jusqu'à ce qu'il arrive à 37-38 et que vous sentiez l'animal reprendre constance parce qu'ils sont comme nous quand on a eu un coup de chaleur ou une insolation, on est vraiment mais apathiques, ça les scotche en de façon un peu imagée, mais ils sont vraiment mal. Par contre, si vous sentez que sa récupération est trop lente, qu'il a d'autres symptômes, donc par exemple douleurs musculaires ou des signes de colique, là par contre, vous posez pas de questions. Vous commencez à faire les gestes de premier secours, mais vous appelez quand même votre vétérinaire pour qu'il puisse gérer les complications associées à ce coup de chaleur. On a fait,
les gestes de premier secours, mais comme toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, première chose, toute simple, c'est du bon sens, mais des fois, entre nos impératifs et notre volonté de bien faire, on va un peu trop loin. Quand il fait trop chaud, faut éviter tout travail intense ou même le stress, hein, un stress de transport. Les chevaux qui tolèrent pas très bien le camion, vous évitez de les transporter par forte chaleur. Même tout transport au-delà de 30 degrés, pour les professionnels, c'est une obligation, mais même pour les amateurs, je vous conseille de ne pas emmener un cheval en camion si ça dépasse les 30 degrés. C'est du bon sens. Il y a pas la climatisation, hein, ou c'est très, très rare dans les camions, donc voilà. Évitez toutes les situations de travail et de stress quand il fait trop chaud. Laissez donc le cheval au repos ou avec un petit travail léger dans un espace ombragé et ventilé. Un accès illimité, bien sûr, à de l'eau propre et fraîche. Si l'animal présente encore une robe trop fournie ou s'il a le cushing, le tondre tout simplement parce que ça évitera qu'il garde sa doudoune en permanence sur lui. Et pour les chevaux athlètes, il faut prévoir une période de transition de 2 à 3 semaines avant tout effort intense. Pourquoi? Parce que ça a été prouvé en médecine sportive. On s'habitue à la chaleur sous 15 jours, 3 semaines, à raison d'1 heure d'exercice à forte température. Il faut une adaptation. L'organisme peut gérer beaucoup de choses, mais il faut lui laisser le temps. C'est le principal et d'où la photo que je vous ai mise, c'était pendant les JO de Tokyo. Ça a été un des gros enjeux des sports équestres pendant les JO de Tokyo, c'est que le climat japonais est chaud et humide, donc les chevaux européens ou nord-américains avaient quand même plus de mal à gérer que les chevaux, asiatiques. Donc il y a vraiment eu une gestion du cheval athlète en amont. Ils sont comme nous, c'est pas des mobylettes, hein, faut leur laisser le temps de s'adapter. En conclusion, 3 points à retenir. Le coup de chaleur, c'est potentiellement mortel, mais c'est facilement évitable. En suivant correctement le protocole de refroidissement que je vous ai donné, on peut réduire la température corporelle du cheval de 2 degrés Celsius en 10 minutes. Voilà, vraiment en arrosant, systématiquement et tout. Et troisième point, j'insiste un peu, mais je trouve ça dommage qu'un cheval athlète paye de notre, empressement. Voilà. Il faut vraiment leur accorder une période d'adaptation pour qu'ils puissent gérer toutes ces variations, climatiques. Vous pouvez retrouver toutes ces infos aussi sur, la fiche Wikipédia Le coup de chaleur et je vous ai mis en biblio, les travaux des chercheurs japonais pour, l'adaptation des chevaux, au climat japonais et la meilleure façon de refroidir un cheval.